Depuis le 7 octobre, est-on déjà passé à deux doigts d'une extension régionale, voire mondiale, de ce conflit au Proche-Orient? C'est ce qu'affirme très sérieusement le quotidien américain, le Wall Street Journal, selon qui le 11 octobre, quelques jours après, donc, c'est un appel passé par Joe Biden à Netanyahou au dernier moment qui a stoppé Israël alors que ses avions étaient déjà en vol, prêts à lancer une frappe préventive et des soldats sur le Liban, sur la base d'informations recueillies à l'époque par Israël auprès de ses services de renseignement, selon lesquels les attaquants du Hezbollah se préparaient à ce moment-là à franchir la frontière avec l'État hébreu dans le cadre d'une attaque sur plusieurs fronts. Alors voilà ce que dit le Wall Street Journal dans le détail sur cet instant du 11 octobre où tout a failli basculer. Israël disposait de renseignements jugés peu fiables par les États-Unis, selon lesquels des attaquants du Hezbollah se préparaient à franchir la frontière dans le cadre d'une attaque sur plusieurs fronts. Ce qui a poussé au bord du gouffre certains des responsables israéliens les plus bellicistes ont déclaré des responsables. Et voilà donc la suite. Comme je vous le disais, les avions de guerre étaient en vol et attendaient les ordres lorsque M. Biden s'est entretenu avec M. Netanyahou le 11 octobre, lui a dit de se retirer, de réfléchir aux conséquences d'une telle action. Tout ça rapporté par des personnes au courant de cette entretien. Une réunion de crise, donc, à ce moment-là, se tient à Washington entre les différents conseillers, différents ministres concernés. Et pourtant, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, veut absolument y aller. Il dit qu'une guerre généralisée est inévitable, que les préparatifs, d'ailleurs, vont loin. C'est le cas à l'époque, l'évacuation des villages du nord du Liban, des parachutistes prêts à sauter du nord d'Israël, des parachutistes prêts à sauter sur le sud du Liban. Et à la fin, voilà donc comment ça se termine. C'est Netanyahou qui finit par renoncer à cette opération après l'insistance, on le rappelle, pendant 6 heures des Américains pour qu'ils renoncent à cette attaque. Il a été interrogé, Benjamin Netanyahou, sur ces informations de la presse américaine. C'était ce matin et voici sa réponse. Nous continuons avec toutes nos forces jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs. La destruction du Hamas, le retour de nos otages et la garantie que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour l'État d'Israël. Soyons clairs, cette guerre sera longue. Nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à ce que les otages soient rendus, que le Hamas soit éliminé et que nous rétablissions la sécurité au nord comme au sud. Il a répondu, Benjamin Netanyahou, personne ne nous dit quoi faire et surtout pas les Américains. Bonjour à vous, Nicolas Rouget, on vous retrouve en direct de Tel Aviv. C'est embarrassant pour Israël, ces informations selon lesquelles aujourd'hui, les Américains peuvent les faire plier dans leur plan d'intervention. Et là, en l'espèce au Liban, ça explique la réaction forte de Netanyahou ce matin ? Oui, tout à fait. Alors c'est un point politique, surtout pour Netanyahou, évidemment. C'est un point politique parce que son aile droite, et on en a parlé avec Yoav Gallant, qui était prêt à aller au Liban dès le 11 octobre. Cette aile droite veut être sûre que toute la politique sécuritaire d'Israël est décidée ici, à Tel Aviv, et pas justement dans d'autres pays. Ils ne veulent pas d'ingérence. Ils pensent qu'ils sont les seuls vraiment à pouvoir prendre des décisions difficiles qui doivent être prises dans l'environnement dans lequel ils vivent. Ils pensent avoir une compréhension du Moyen-Orient qui va bien au-delà de celle des renseignements européens ou américains. Et très clairement, c'est ce qu'on ressent en général dans les relations qu'il y a entre Israël et ses alliés. C'est qu'Israël comprend le pays, Israël comprend la mentalité de ses ennemis, alors que le reste du monde ne comprend pas le danger qu'il représente. Donc très clairement, c'est surtout un problème politique, pas forcément un problème sécuritaire. On sait que ce n'est pas en tout cas ce qui ressort de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. On sait qu'il y a eu évidemment les renforts qui sont arrivés des États-Unis ont peut-être fait la différence, mais en tout cas dans les affrontements qu'il y a entre le Liban, entre les forces du Hezbollah au Liban et du Hamas et Israël ont été assez restreintes. Il n'y a pas eu d'enflammement, d'embrasement comme on aurait pu le croire. Ceci dit, cette problématique de la frontière nord aujourd'hui, elle reste très présente en Israël et elle reste très présente encore dans cette aile droite du gouvernement Netanyahou, chez les faucons de l'établissement sécuritaire israélien. Yoav Gallant était lui-même dans la bande de Gaza où il a dit aux soldats « Ce que vous faites ici est extraordinaire. Il faut montrer ces images pour savoir que c'est aussi ce que nous pouvons faire à Beyrouth. Il faut détruire Gaza pour vraiment montrer que c'est jusque-là on peut aller dans d'autres théâtres. »
Donc cela reste encore très présent. Évidemment, Netanyahou se doit lui aussi de montrer une image forte pour pouvoir ne pas se faire déborder par cette aile droite dans son propre gouvernement. Merci beaucoup. Et ces révélations, bien sûr, viennent écorner un petit peu cette image d'un leader fort qui décide souverainement de ce qu'il fait. On vous retrouve d'ailleurs en direct de Beyrouth. Arthur Saradin, bonjour à vous, notre correspondant au Liban. Est-ce que ces informations, elles sont commentées aujourd'hui à Beyrouth ? Alors oui, elles sont commentées dans la mesure où on avait vu au tout début du 7 octobre, après les massacres commis par le Hamas, des mouvements de troupes israéliens au nord de sa frontière avec le Liban et qui avaient justement alimenté les craintes d'une escalade du conflit à ce moment-là. Alors, on sait aussi aujourd'hui qu'il y a d'autres ultimatums qui se jouent en coulisses entre les différents négociateurs qui œuvrent dans ce conflit. On entend dans la presse libanaise, dans la presse internationale, le relais d'un ultimatum de 5 à 8 semaines qu'imposerait l'État hébreu au Hezbollah pour se retirer au-delà du fleuve Litani, qui est un fleuve qui est à quelques kilomètres de la frontière israélo-libanaise. L'idée derrière ça, c'est d'appliquer la résolution 1701 des Nations Unies qui avait mis fin à la guerre de 2006, qui avait été une guerre extrêmement meurtrière, notamment côté libanais, parce qu'elle avait engendré la mort de plus de 1000 civils. Le problème, c'est que le Hezbollah, qui est hégémonique dans le sud du Liban, n'a absolument aucun intérêt de se retirer au-delà du Litani parce que son existence même est conditionnée par sa rhétorique de résistance et à sa présence au sud du Liban. Donc c'est un vœu pieux de la part de Benyamin Netanyahou et ça, encore une fois, ravive ce risque d'escalade et cette inquiétude autour de la situation à la frontière libano-israélienne. Merci beaucoup Arthur Saradin, en direct de Beyrouth. Vous le disiez, Marc Semo, ce n'est pas totalement nouveau. On avait les indices qu'Israël avait préparé potentiellement une intervention dans le sud du Liban dès le mois d'octobre. On ne savait pas jusqu'à quel point Israël était vraiment décidé à y aller. Sur le point de, mais c'était aussi ce que voulait l'état-major. Les Israéliens étaient convaincus que l'opération du Hamas était une opération télécommandée par l'Iran et que dans cette logique-là, les proxys de l'Iran, à commencer par le groupe qui est le plus proche de l'Iran, beaucoup plus encore que le Hamas, qui était un groupe sunnite, ou même que le sont les Houthis au Yémen, était le Hezbollah, et que le Hezbollah, d'une manière ou d'une autre, risquait à un moment d'entrer dans le jeu, et que donc il fallait frapper préventivement, ce qui effectivement aurait signifié l'embrasement de toute la région. Et je finirai quand même sur un autre point, c'est qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie à propos de ce jeu de l'Iran, c'est que l'Iran continue son programme nucléaire, l'Iran dans quelques mois sera en mesure de fabriquer de bombes, et que donc il y a du côté israélien et aussi du côté américain, quand même cette idée que peut-être c'est une dernière fenêtre d'opportunité qu'il reste pour pouvoir attaquer l'Iran, mais sinon attaquer l'Iran, même attaquer le Hezbollah, sans que l'Iran soit en mesure de réagir autrement. Alors vous dites, et d'une certaine mesure aussi des États-Unis, sauf que là ce sont les Américains qui ont retenu la main de Benyamin Netanyahou. Ça allait être redoutable, c'était l'embrasement de tout le Moyen-Orient. Oui. Général Chauvency, est-ce qu'on doit s'inquiéter du renseignement israélien encore une fois ? Le renseignement israélien dit le Hezbollah va attaquer, le renseignement américain dit nous n'avons pas les mêmes informations, attention, n'y allez pas. Et d'ailleurs, cette attaque n'a pas eu lieu. On pourrait reparler de l'affaire du 7 octobre où le renseignement israélien a été au moins officiellement inexistant, puisqu'il n'a pas su prévoir l'attentat, enfin le massacre et les massacres menés par le Hamas. Voilà, donc le renseignement effectivement, mais la question est aussi une réalité. Qu'est-ce que c'est que le Hezbollah aujourd'hui ? Le Hezbollah, c'est 20-30 000 combattants. C'est en gros 100-150 000 missiles ou roquettes avec lesquels ils arrosent le nord d'Israël. Donc c'est des forces plus d'infanterie, même si elles ont été aguerries dans la guerre en Syrie, ce sont des forces d'infanterie légère. On pouvait mal s'imaginer que, enfin moi je m'imaginais mal, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que le Hezbollah était en mesure de menacer véritablement le nord d'Israël. Militairement parlant, je ne pense qu'il n'était pas à la hauteur. Et donc qu'Israël avait les moyens d'arrêter de toute façon le Hezbollah. Et je pense qu'à la limite, il y a peut-être une instrumentalisation à nouveau du renseignement, peut-être par le pouvoir politique, pour justifier finalement un élargissement du conflit. Et c'est peut-être pas forcément le renseignement qui avait de mauvais renseignements, mais peut-être que le pouvoir politique israélien qui avait décidé de l'utiliser, de dire j'ai des raisons d'y aller et donc d'élargir le conflit.